Alors, je vais revenir un peu sur l'épisode grec, puisque pour faire une forme de transition avec ce que vient de dire Coralie. Euh, Tout d'abord, petite note technique. On voit bien que la Banque centrale est très importante dans tout le système monétaire actuel. Si je dis ça, c'est parce que hier soir, je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur la monnaie, et notamment quand on dit les banques privées créent de la monnaie, attention, elles créent de la monnaie sous supervision de la Banque centrale. Vous voyez bien que les banques privées grecques, elles n'ont pas pu créer de la monnaie comme elles voulaient, justement. Et par le prêt, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des entreprises, des ménages qui empruntent. Sans emprunteurs, il n'y a pas de création monétaire. Et donc, la Banque centrale, les banques privées ne peuvent pas arriver et dire « Ah bah tiens, je crée la monnaie comme je veux ». Il faut comprendre un peu ce qui s'est passé techniquement. C'est que les banques commerciales, elles ont besoin d'acquérir, on va dire, des fonds de liquidité qui viennent de la Banque centrale, donc de se refinancer. Et ce que disait Coralie est tout à fait vrai. En théorie, pour se financer, elles doivent mettre en collatéral, hein, c'était le mot qu'a donné Coralie qui est très juste, c'est-à-dire elles doivent en fait mettre en pension des titres de créance sans risque. Alors sans risque, c'est ce caractère très important qui est dans les traités, enfin dans les textes globalement, de tous les systèmes bancaires. Donc ça veut dire que les banques commerciales doivent, pour se refinancer auprès de la Banque centrale, mettre en pension ce qu'on appelle des obligations, des titres obligataires, publics ou privés. Ce n'est pas forcément que du public, ça peut être du privé, à partir du moment où ils sont considérés comme sans risque. Or, et c'est justement le biais par lequel la Banque centrale européenne a interdit le refinancement bancaire des banques grecques, c'est en disant, oui, mais regardez, maintenant qu'il n'y a plus d'accord politique, alors les titres grecs ne sont plus sans risque. Donc c'est cette décision politique, en fait, est masquée par une décision technique, qui est de dire, qu'est-ce que c'est qu'un actif sans risque? Eh bien, la Banque centrale a dit, à partir du moment où il n'y a pas d'accord au sein de l'Eurogroupe pour refinancer les Grecs, alors les titres obligataires de l'État grec deviennent risqués. Donc moi, les textes m'interdisent de les prendre dans mon bilan et donc de refinancer les banques commerciales avec les titres publics grecs. Ce qui ne veut pas dire que les banques commerciales grecques ne pouvaient plus du tout se refinancer. Elles pouvaient se refinancer avec d'autres titres sans risque. Par exemple, si elles avaient acheté des titres de l'Allemagne, etc. Parce que les banques commerciales peuvent évidemment acheter des titres n'importe où. Et de la même façon, elles peuvent aussi mettre en collatéral des titres d'entreprises privées. Sauf que les entreprises privées sont en général considérées comme risquées. Et en fait, concrètement, la seule chose qu'elles avaient, c'était les titres obligataires grecs. Et c'était ces titres obligataires qui ne pouvaient plus être repris par la Banque centrale. Ce qui voulait dire aussi que l'État grec ne pouvait plus se financer auprès de ses propres banques, puisqu'elles n'avaient aucun intérêt d'acheter les titres obligataires grecs, puisqu'elles ne pouvaient plus les utiliser ensuite pour se refinancer. Et deuxième chose que je voulais ajouter, mais c'est vraiment pour compléter ce qu'a dit Coralie, c'est qu'effectivement, à partir du moment où les banques commerciales ne peuvent plus se refinancer, comme elles ne peuvent pas créer de la monnaie comme elles veulent, contrairement à ce que certains disent, eh bien, elles ont dû arrêter, en fait, elles étaient en cessation de liquidité, et ça a eu deux conséquences. La première conséquence qu'a dit Coralie, c'est qu'il y a eu, en fait, on a arrêté le mouvement de capitaux, ça veut dire qu'en concrètement, ça veut dire que les gens ne pouvaient plus transférer de l'argent dans une banque à l'étranger. Et donc notamment payer. C'est-à-dire qu'une entreprise grecque ne pouvait plus payer ses fournisseurs s'ils étaient français, allemands ou italiens. Donc ça, évidemment, ça posait un vrai problème pour l'économie. Et puis deuxième caractéristique, c'est que comme il n'y avait plus de liquidité, eh bien, on ne pouvait plus retirer autant d'argent qu'on le souhaitait dans les distributeurs. Et ce qui s'est passé concrètement pour les Grecs, c'était très concret. Effectivement, les banques étaient fermées, mais surtout les distributeurs. On ne pouvait plus retirer, on avait une limitation de retrait, puisque les banques n'avaient plus le droit d'émettre de nouveaux billets parce que, comme vous le savez, les billets de banque ils sont signés par la Banque centrale, par Mario Draghi. Si vous avez un billet de banque avec vous, vous verrez qu'il y a la signature de Mario Draghi. Donc ils sont bien sûr imprimés dans les États, et encore, pas dans tous les États, et pas tous les billets. Par exemple, les billets de 50 € ils ne sont pas imprimés en France. On n'imprime que les billets de 10 et de 20 € en France. Mais surtout, ils sont signés et émis par la Banque centrale. Voilà. Alors, la question sur laquelle je voulais revenir, c'est la question de pourquoi la Grèce. Pourquoi est-ce que la Grèce a connu cette crise aussi importante? Pas que la Grèce, d'ailleurs. En réalité, il y a 5 pays qui ont dû demander l'assistance européenne. Alors, dans l'ordre historique, chronologique, on a d'abord effectivement la Grèce en 2010. Juste après, on l'oublie toujours, mais il y a l'Irlande, qui est le deuxième pays à chuter. C'est-à-dire le deuxième pays à ne plus pouvoir se refinancer sur les marchés financiers et donc à demander de l'assistance européenne pour pouvoir emprunter et payer ses fonctionnaires, ses dépenses publiques. Donc l'Irlande. Troisième pays, le Portugal. Quatrième pays en 2011. Quatrième pays en 2012, c'est Chypre, qui va connaître une grave crise et dont le point culminant sera en février 2013. Et là, la faillite totale du système bancaire chypriote en 2013.
Et puis le cinquième pays, là aussi on oublie un peu, c'est l'Espagne, qui n'a pas été soumis au diktat de la Troïka, parce que officiellement c'est pas pour payer ses dépenses publiques, c'est pour sauver son système bancaire. Mais enfin elle a demandé l'assistance du mécanisme européen de stabilité, hein, MES. Oui, c'est ça, je crois que c'est ça. Il y en a eu 3, hein, des noms des acronymes. Hein. Elle a demandé l'assistance européenne pour sauver son système bancaire qui avait besoin de 100 milliards d'euros d'argent. Et donc on a dû prêter, enfin, organiser un système de prêt à la Grèce pour sauver son système bancaire en 2012. Donc voilà, 5 pays. Alors quand on rajoute les pays en difficulté, on a évidemment l'Italie, dont d'ailleurs la difficulté économique, hein, c'est terrible l'Italie. Hein. Depuis 2000, il n'y a quasiment pas de croissance économique. Il y a un taux de chômage à 12%. Il y a des réformes libérales qui sont succédées, qui ont précarisé l'emploi, des salaires qui ont baissé globalement, et une économie qui est dans un marasme absolu, avec quasiment, je veux dire, aucune croissance depuis 2000. C'est vraiment la pire performance mondiale dans un pays développé, hein, c'est quand même l'Italie. Donc évidemment, ça suscite des oppositions, hein, des interrogations et des oppositions. Et donc, l'actuelle coalition gouvernementale italienne, elle n'est pas uniquement due aux migrants. La question des migrants, elle est aussi due à une défiance absolue des Italiens envers leur système politique, parce que ce système politique, en fait, concrètement, toutes les décisions prises, effectivement, comme l'a rappelé aussi Coralie, sous l'injonction des autorités européennes et de la Banque centrale, ont été des décisions qui ont concrètement appauvri le peuple italien. Donc l'Italie connaît de graves difficultés. Alors, on a un petit pays aussi dont on parle, donc on oublie complètement, qui est la Slovénie, qui a connu une grave crise en 2013. Et là aussi, avec une menace de Troïka qui, heureusement, n'a pas abouti. Et donc, voilà. Donc, quand on regarde tous ces pays, eh bien, on doit se interroger de savoir qu'est-ce qu'ils ont en commun. Pourquoi est-ce qu'ils ont subi la crise et pourquoi d'autres pays, y compris la France d'ailleurs, n'a pas subi cette crise. Pourquoi d'autres pays vont beaucoup mieux que ces pays. Alors nous, ce qu'on essaie de comprendre, c'est de répondre en fait aux remarques qui sont faites en général, des explications qui sont données à ces crises. Alors les explications des autorités européennes, c'est assez simple. Hein. Ces pays sont mal gouvernés. Ils sont laxistes, ils connaissent des dérives budgétaires. Alors, c'est notamment le cas qu'on invoque pour parler de la Grèce et du Portugal. Alors, quand on parle de l'Irlande et de l'Espagne, c'est plus compliqué parce que l'Irlande et l'Espagne étaient les pays européens qui avaient le déficit, qui n'avaient aucun déficit public, ils avaient des excédents publics en 2007, au moment du déclenchement de la crise des subprimes. Et puis, ils avaient une dette publique qui était très faible, qui était inférieure à 50% du PIB, donc parmi les plus faibles d'Europe. Donc évidemment, pour eux, on ne peut pas les accuser d'avoir un système fiscal laxiste. Alors, ce qui s'est passé, c'est oui, mais eux, c'était leur régulation, le système bancaire qui n'était pas assez bien régulé. Et de fait, il y a eu une bulle immobilière dans ces deux pays avec des prêts des banques qui ont été à risque, en fait. Et quand la crise est arrivée, eh bien, l'ensemble du système bancaire irlandais et espagnol, on vient de le voir, eh bien, a connu des difficultés, voire pour l'Irlande, il a quasiment fait faillite. Hein, il a complètement fait faillite, d'ailleurs. Donc on dit, voilà, il y a deux explications. Hein, les pays mal gérés, où les dépenses publiques sont mal gérées, ou dérivent, hein, la Grèce et le Portugal, et puis des pays comme l'Irlande et l'Espagne, où bon, les finances publiques sont bien gérées, on est obligé de le reconnaître, mais c'est le système bancaire qui était mal géré. Donc on va mettre en œuvre des politiques, hein, des plans d'ajustement structurel, hein, du type FMI, hein, dans ces pays, qui ont été beaucoup plus durs dans les pays qui étaient accusés de laxisme dans les dépenses publiques, hein, c'est-à-dire concrètement le Portugal, la Grèce, et même des pays menacés comme l'Italie. Par contre, on va être beaucoup plus souple sur les pays dont les dérives étaient des dérives bancaires, mais on va imposer quand même des réglementations bancaires et une supervision directe de la BCE des banques, ce qu'on appelle les banques systémiques. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, les grandes banques espagnoles, irlandaises, françaises, italiennes, etc., sont toutes supervisées directement non pas par les autorités nationales, mais par la Banque centrale européenne. Ça, c'est fait une grande réforme qui est en fait ce qu'on appelle l'union bancaire, hein, qui est essayer d'organiser la régulation du système bancaire des pays de manière harmonisée dans tous les pays européens. Alors, le truc, c'est que je ne suis pas très satisfait de ces explications. Je pense qu'en réalité, la cause profonde de la crise grecque, et de la crise italienne, et de la crise portugaise, et de la crise espagnole, et de la crise irlandaise, etc., etc. Toutes ces crises, en fait, elles ont une cause commune. Et cette cause, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de montrer, c'est un dysfonctionnement profond du marché unique qui a entraîné une désindustrialisation de ces pays.
Alors, pour essayer de le comprendre, il faut revenir sur ce qu'a fait l'euro, en fait, les conséquences de l'euro. L'euro, la monnaie unique, entraîne une unification du marché financier européen. C'est-à-dire que, concrètement, on fait disparaître les barrières monétaires entre les pays. Auparavant, même dans le cadre du système monétaire européen, on avait toujours des monnaies indépendantes, et même si on essayait d'avoir des taux de change fixes entre les monnaies, on savait qu'il y avait toujours un risque de dévaluation. Par exemple, la livre sterling est sortie du SME en 92, la lire italienne aussi est sortie du système monétaire, et puis la peseta aussi. Et donc on a eu toujours ce risque que certains pays pouvaient dévaluer. Et comme certains pays pouvaient dévaluer, ça voulait dire qu'un Allemand, par exemple, qui voulait prêter de l'argent en monnaie locale, en pesetas ou en lire ou en livres, eh bien, ou même en francs, prenez le risque, qu'on appelle un risque de change, le risque d'être payé, d'être remboursé dans une monnaie qui avait moins de valeur. Et donc, pour l'épargnant allemand, eh bien, ça correspondait à une perte sèche. Et donc, ce risque de change, il faisait que l'épargne nationale allait prioritairement financer l'investissement national. Même si, officiellement, la liberté de mouvement de capitaux était absolue, de fait, en raison des monnaies différentes, eh bien, on avait plutôt des systèmes assez cloisonnés, des systèmes financiers assez cloisonnés. C'est-à-dire concrètement, l'épargne nationale restait dans le pays et voilà, elle ne partait pas forcément financer d'autres pays. À partir du moment où on a créé la monnaie unique, eh bien, on a fait disparaître ce risque de change. Il n'y a plus de possibilité pour un pays de dévaluer. Donc ça veut dire que les Espagnols pouvaient se faire financer beaucoup plus facilement par l'épargne allemande. Et donc ça a entraîné une conséquence, d'abord, qui a été une conséquence positive. C'est-à-dire que concrètement, les États qui émettent des obligations publiques pour se financer, le cours des obligations, vous savez, varie, hein, et en fonction des variations des cours des obligations, on va déterminer le taux d'intérêt. C'est un peu comme ça que ça fonctionne sur les marchés financiers. Ça veut dire que quand les cours des obligations augmentent, eh bien, les taux d'intérêt diminuent. Et ce qui est intéressant avec les obligations publiques, c'est que ce sont ce qu'on appelle les titres très liquides, c'est-à-dire qu'on peut toujours les revendre facilement. On peut d'autant plus les revendre facilement que la potentialité de trouver des acheteurs pour ces titres est importante. Et vous comprenez bien que pour la Grèce, par exemple, trouver des acheteurs des titres italiens, des titres grecs, publics grecs, c'était en réalité trouver des Grecs qui avaient de l'épargne, qui étaient prêts à prêter en drachmes à l'État grec. À partir du moment où la Grèce rentre dans l'euro, et les acheteurs potentiels de titres publics grecs, eh bien, deviennent tous les épargnants européens, y compris les Allemands, etc. Et donc ça permet en fait à l'État grec de se financer auprès de très nombreux intervenants et très nombreuses banques au sein de l'espace de la zone euro. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on achète un titre public grec, on peut le revendre à plein de gens. Donc, ça veut dire que ce qu'on appelle la liquidité, c'est-à-dire la capacité de transformer un titre en argent, augmente. Et donc, ça crée énormément de valeur pour ces titres et pour tous les titres européens, puisque pour tous les pays, en fait, la profondeur de l'épargne qu'on peut disposer pour financer ces titres augmente. Même pour les Allemands. C'est-à-dire que les Allemands, avant, ils privilégiaient plutôt les épargnants allemands, puis maintenant, ils vont pouvoir diversifier, trouver des épargnants français, italiens ou autres. Et donc cette unification du marché financier européen, de la zone euro, ça va entraîner une amélioration de la valeur des titres obligataires, de tous les titres obligataires, et donc ça va faire augmenter le cours des titres obligataires, et donc ça va faire baisser les taux d'intérêt. Et c'est ça qui est important, ça va les faire baisser et ça va les faire converger. Concrètement, ça veut dire qu'on avait des écarts de taux importants, évidemment, entre la Grèce, il y avait quasiment 10 points d'écart, non, plutôt 6 points d'écart entre les taux d'intérêt grecs et les taux d'intérêt allemands. Eh bien, très vite, 4-5 points, oui, c'est ça, en 2017. Et très vite, on va revenir à un écart quasiment inexistant. Concrètement, quand la Grèce rentre dans l'euro, et puis à partir des années 2000, la Grèce rentre dans l'euro en 2001, mais ça commence même avant. Les écarts de taux diminuent et ils disparaissent quasiment au moment 2007. Il y a quasiment plus d'écart de taux entre les pays. Concrètement, ça veut dire que ceux qui avaient des taux d'intérêt les plus élevés, eh bien, voient les taux d'intérêt baisser parce que la baisse, la réduction de l'écart se fait toujours par rapport à l'Allemagne. En gros, les Allemands voient à la fois leur taux d'intérêt baisser et les autres voient leur taux d'intérêt se rapprocher des taux d'intérêt allemands et puis ensuite suivre la baisse des taux d'intérêt allemands. Donc on a un effet énorme pour tous ces pays, qui étaient des pays avec peu d'épargne, c'est une baisse très importante des taux d'intérêt. Et alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les taux d'intérêt publics de l'État, les taux d'intérêt de l'État, c'est un taux d'intérêt public, des titres obligataires publics, et bien en fait ils déterminent les taux d'intérêt auxquels les banques prêtent en général, notamment pour les crédits immobiliers et pour les crédits aux entreprises.
D'ailleurs, si vous le savez, aujourd'hui, vous pouvez emprunter pour acheter une maison à un taux très très faible. Hein. On n'a jamais vu plus faible qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'État français emprunte à des taux très faibles, quasiment à 0% d'intérêt. Donc vous pouvez emprunter pour acheter une maison immobilière à 1,6% sur 20 ans, ce qui est vraiment ridicule. Vous vous rendez compte que c'est sans doute inférieur au taux d'inflation. C'est-à-dire que concrètement, les banques perdent de l'argent en vous prêtant de l'argent. Ça, c'est aussi paradoxal. En tenant compte du risque de non-remboursement en plus. Donc elles perdent encore plus d'argent. Pourquoi elles le font? Parce qu'en fait, elles peuvent emprunter pour des taux encore plus faibles auprès de la Banque centrale et prêter à des taux encore plus faibles auprès de l'État. Alors, quelles conséquences ça a tout ça? Eh bien, ça a en fait une conséquence pour les pays périphériques qui est que le coût de l'argent devenant très faible, eh bien, on va commencer à emprunter. Alors, pour certains pays, c'est les États qui vont en profiter. C'est-à-dire concrètement, la Grèce avait en 2004, vous savez, il y a eu les Jeux Olympiques et des dépenses publiques étaient importantes pour financer les Jeux Olympiques. Et donc, évidemment, quand les taux d'intérêt auxquels l'État emprunte baissent, eh bien, la Grèce gagne des marges de manœuvre financières énormes et elle les utilise pour investir. Mais on a aussi des prêts qui sont faits de manière... alors, il y a aussi les prêts immobiliers qui baissent, et donc ça va susciter un achat frénétique de biens immobiliers, notamment en Espagne, où le parc locatif est très faible, hein, il n'y a quasiment pas de location, tout le monde est propriétaire. On va emprunter à des durées énormes, 30, 35, 40 ans, puisque ça, c'était possible dans la législation espagnole. Et donc, ça va entraîner une bulle immobilière en Espagne, c'est-à-dire concrètement, les prix immobiliers vont exploser. Ils vont exploser aussi en Irlande et ils vont aussi augmenter en France, etc. Dans les années 2000, c'est le moment de très forte importance, de très forte augmentation des prix de l'immobilier qui sont dus au fait que les gens, comme les taux d'intérêt étaient plus faibles, ils ont tout d'un coup beaucoup plus de gens ont pu acheter. Comme le parc du logement n'augmente pas énormément, eh bien, vu qu'il y a plus de demandes pour un parc qui reste identique, eh bien, concrètement, ça fait augmenter les prix de l'immobilier. En fait, cette crise de l'euro, c'est une crise d'abord qui a une partie des origines financières liées à la baisse du coût d'emprunt, qui a fait que beaucoup de pays, beaucoup d'agents, publics ou privés, ce n'est pas que le public, il y a aussi les agents privés, notamment les systèmes bancaires, qui ont commencé à emprunter énormément. Et donc on a un emballement financier qui est lié à la baisse des taux d'intérêt, qui est lié à l'euro, qui organise l'unification du marché financier européen. Mais alors, il y a une chose sur laquelle il faut réfléchir, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu ça partout en Europe? Pourquoi est-ce qu'en Allemagne, les prix de l'immobilier sont restés stables pendant cette période-là? Pourquoi il n'y a pas eu d'emprunts qui ont augmenté en Allemagne et dans les pays d'Europe du centre? Pourquoi est-ce que la baisse des taux d'intérêt qui concerne en fait tous les pays, même si certains pays du centre ont vu leur taux d'intérêt baisser moins, pourquoi est-ce que cette baisse des taux d'intérêt n'a pas entraîné un emballement financier dans tous les pays? Eh bien, la réponse à ça, c'est que quand on regarde les statistiques, c'est qu'en fait, on voit l'inverse. Alors, concrètement, un pays comme l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, ce sont des pays qui n'ont pas emprunté, qui ont au contraire épargné. Qui ont épargné comme jamais. C'est-à-dire que les pays ont été en excès d'épargne énorme. Et cet excès d'épargne, en fait, s'est recyclé auprès des pays d'Europe du Sud et de l'Irlande pour financer les investissements dans ces pays. Donc on a globalement la zone euro qui a l'équilibre, c'est-à-dire concrètement qui emprunte autant qu'elle épargne. Mais au sein de la zone euro, on a des territoires où on a une énorme épargne qui va apparaître, les territoires d'Europe du centre, les Allemands, les Autrichiens, les Pays-Bas, les Belges, etc. Et puis on a des autres pays autour, périphériques, qui, eux, vont devenir emprunteurs. Ils ne vont cesser d'emprunter en fait énormément et l'emprunt va s'accélérer. Donc les déficits dans ces pays, les besoins de financement dans ces pays ne vont que s'accélérer. Alors pourquoi? La question est d'où vient cette épargne des pays du centre? Alors là, il faut sortir de l'analyse financière pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'épargne d'un pays. L'épargne d'un pays, c'est un excès de financement, de capacité de financement, qui est souvent lié à une balance commerciale excédentaire. Concrètement, ce qu'on voit, c'est que l'Allemagne a commencé à avoir d'énormes excédents commerciaux, gigantesques. Les Pays-Bas, pareil. Le Luxembourg, j'en parle même pas, mais c'est un cas très particulier. L'Autriche, ces pays-là. Et les autres pays, les pays périphériques, eux, ils ont eu l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont eu une balance commerciale qui a été très déficitaire. Et pourquoi est-ce que certains pays ont une balance commerciale déficitaire et d'autres pays excédentaire? Alors pour le comprendre, eh bien, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui détermine une balance commerciale excédentaire. En fait, quand on regarde le volume du commerce international, on s'aperçoit que plus des 3/4 du commerce international sont du commerce de biens.
C'est-à-dire que les services représentent une très faible proportion du commerce. On échange des biens. Les biens, c'est ce qu'on appelle des biens industriels essentiellement, des produits manufacturés. Et donc en fait, ce qui va se passer, ce qui est sous-jacent à la crise européenne, c'est ce qu'on essaie de démontrer avec Coralie dans le chapitre 3 du livre à la fin de l'Union européenne, c'est qu'à l'origine de ces excédents commerciaux d'une part et de ces déficits commerciaux de l'autre qui déterminent des excédents et des déficits financiers, eh bien, il y a un système de désindustrialisation de l'Europe du Sud et plus généralement de l'Europe périphérique et au contraire une intensification de l'industrialisation des pays d'Europe du Centre. Et pourquoi est-ce qu'on a ça ? Alors, il faut essayer de comprendre sur ce que c'est que l'industrie. L'industrie, c'est une activité économique qui, dans le PIB, pèse pour moins de 20% en moyenne. Ce n'est pas une activité économique la plus importante, ce n'est pas la plus grande pourvoyeuse d'emploi. Mais comme je l'ai dit, c'est la plus grande pourvoyeuse d'exportation. L'industrie, c'est aussi, aujourd'hui, une activité économique qui n'a pas besoin d'être proche du consommateur. Elle peut être localisée n'importe où. Regardez vos smartphones, ils sont tous produits en Chine. Tous. Voilà. Dans le monde entier. On a 2 usines dans le monde entier qui produisent quasiment tous les smartphones, qui les assemblent en tout cas. Les producteurs de voitures sont plus proches de nous. Pourquoi ? Parce que les voitures, ça coûte moins cher au kilo, que les smartphones. On peut faire un calcul, hein, et donc ça veut dire que le coût de transport est beaucoup plus faible. On peut s'amuser à faire un petit calcul, je fais ça avec mes étudiants pour l'expliquer. Vous avez une voiture qui vaut 10 000 €, elle pèse 1 tonne. 10 000 €, 1000 kg, ça fait 10 € de kilo. Une voiture, c'est 10 € le kilo, c'est pas cher en fait. Le kilo, c'est l'unité qui nécessite pour transporter quelque chose. Un smartphone, il coûte 500 € neuf, il pèse 200 grammes. Donc au kilo, il vaut, rapide calcul, 2500 kilos. 2500 € le kilo. Donc vous avez le smartphone qui vaut 2500 € le kilo, la voiture qui vaut 10 € le kilo. Concrètement, ça veut dire que le coût de transport va être beaucoup plus élevé pour une voiture que pour un smartphone. Donc ça veut dire que les voitures, elles sont produites à l'échelle continentale. Les smartphones, ils sont produits dans 2 usines au monde et ils sont vendus partout dans le monde. Et donc ça veut dire que la localisation de l'activité industrielle va être déterminée par le coût de transport. Mais globalement, aujourd'hui, comme on a des rendements croissants dans la production, ça veut dire que plus on produit, plus on est efficace. Eh bien, on ne va pas multiplier les unités de production. On va les concentrer au maximum si les coûts de transport est suffisamment faible. Alors, ça veut dire que pour un industriel aujourd'hui en Europe, eh bien, il faut savoir où il va produire son bien industriel, dans quel pays. Et c'est là qu'on va s'apercevoir que ce qui va être déterminant, finalement, c'est le territoire. Il y a certains territoires qui sont plus adaptés à l'industrie que d'autres. Alors, qu'est-ce qui détermine l'adaptation d'un territoire à l'industrie ? Eh bien, c'est en fait ce qu'on appelle tous les facteurs de production territoriaux. Les institutions. C'est-à-dire, par exemple, les rapports, le marché du travail, comment il fonctionne. Est-ce qu'on a beaucoup d'ouvriers qualifiés dans le territoire ? Est-ce qu'on a une culture de l'industrie ? Est-ce qu'on a des systèmes de formation ? Est-ce qu'on a des systèmes de transport ? Parce que la logistique, c'est extrêmement important dans l'industrie. Notamment, il faut évidemment importer des matières premières, des produits semi-finis, et puis il faut pouvoir exporter ensuite dans le monde entier. Et dans les infrastructures de transport, ce qui va être le plus important, c'est les ports mondiaux. Parce que là aussi, les petits ports... Marseille, c'est un petit port en Europe. Les volumes... Quand on est trop petit, on n'est pas très efficace. Pourquoi on n'est pas très efficace ? Parce qu'on ne peut pas avoir des gigantesques porte-containers. Parce que le volume n'est pas suffisant pour permettre ce genre de bateau. Quel est le premier port en Europe ? Rotterdam. Quel est le deuxième port en Europe ? Anvers. Quel est le troisième port ? Hambourg. Le quatrième port ? Amsterdam. Sur ces 4 ports, un en Belgique, 2 aux Pays-Bas, un en Allemagne, tous sur la mer du Nord, à 500 km de distance pour les plus éloignés. On voit bien que la répartition des grands ports européens n'est pas du tout homogène sur le territoire européen. Il y a des territoires qui sont avantagés. Tous ces ports, pourquoi ils sont aussi importants ? Parce qu'ils bénéficient d'une profondeur industrielle énorme. Le Danube, il est relié à Amsterdam par les canaux. C'est-à-dire que le Rhin, bien sûr, par le port de Rotterdam. On a en fait tous les grands fleuves européens du centre qui sont reliés directement ou indirectement par ces ports. Mais je vais regarder une carte. En France, si vous voulez exporter, vous ne pouvez pas, aujourd'hui, sauf si vous êtes en Alsace, vous ne pouvez pas accéder au port de Rotterdam directement. Et bien sûr qu'en Grèce, c'est totalement impossible. Concrètement, un industriel grec, quand il veut importer ou exporter, il faut qu'il passe par le port de Rotterdam. Il faut qu'il envoie son petit bateau aller jusqu'à Rotterdam et de là, repartir dans le monde entier. Parce que concrètement, ce n'est pas efficace d'utiliser le port du Pirée pour... Donc on ne peut pas avoir un grand industriel en Grèce.
Il manque les institutions, il manque les systèmes de formation, il manque les ouvriers qualifiés, il manque l'infrastructure de transport. Et il manque aussi ce qui est le plus important pour une industrie. Aujourd'hui, l'industrie, c'est pas je fabrique tout à partir de matières premières. On a un réseau de sous-traitants qui est absolument indispensable. Si les sous-traitants ils sont tous en Allemagne et que vous voulez produire en Grèce, vous êtes désavantagé. Et donc, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le territoire européen n'a pas la même histoire industrielle, n'a pas la même géographie, ne dispose pas partout de manière uniforme des mêmes infrastructures et des mêmes facilités pour produire. Alors, quel rapport avec le marché unique, puisque c'était le thème de l'intervention? Eh bien, le marché unique, c'est ce qui a été produit par l'acte unique signé en 1986. L'acte unique 86, c'est la transformation du marché commun en marché unique. Souvenez-vous, l'Europe, au départ, c'était le marché commun. Le marché commun, c'était on met en commun nos marchés. C'est-à-dire que les marchandises produites nationalement peuvent circuler partout en Europe sans droit de douane. Et on va même faire autre chose, on va même faire un tarif extérieur commun. Ah oui, parce qu'on était protectionniste à l'époque. Un tarif extérieur commun pour protéger des importations américaines et puis faire organiser la circulation libre des marchandises. Ça a fonctionné. En fait, ça s'est mis en place progressivement. En 68, c'était entièrement... c'est le 1er janvier 68, on a le tarif extérieur commun et le marché commun qui fonctionnent. Et donc ça, c'est très important pour les industriels parce que ça augmente leur débouché potentiel. Comme ils ont plus de débouchés, ils peuvent produire à plus grande quantité. Et comme je vous l'ai dit, l'industrie produit à rendement croissant. Ça veut dire que plus on produit, plus on est efficace. Et donc, on va pouvoir maintenant vendre, non pas dans le petit territoire national, mais on va pouvoir vendre dans toute l'Europe. Ça a très bien marché, ça a très bien fonctionné pour faire organiser le rattrapage industriel de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Parce que les États-Unis étaient un pays beaucoup plus peuplé, avec un marché beaucoup plus vaste, et donc des industriels beaucoup plus efficaces. Évidemment, ce qui s'est passé à partir des années 90, c'est qu'on a eu la disparition progressive du tarif extérieur commun, c'est-à-dire les droits de douane, enfin la mondialisation. Hein, ils ont disparu en fait très progressivement, mais dans les années 90, ils disparaissent quasiment tous. Donc, on est ouvert maintenant à la concurrence, notamment asiatique, premièrement. Et puis, deuxièmement, on a fait justement l'acte unique, qui en fait transforme le marché commun en marché unique. Et le marché unique, c'est quoi? C'est, on ne va plus faire circuler librement les marchandises, mais on va aussi faire circuler les facteurs de production, que sont le capital et le travail, librement. Et on va arriver vers l'euro. Et en fait, tout ça, c'est la même logique. Concrètement, au lieu d'échanger des marchandises, maintenant, on échange des facteurs de production, du capital et du travail, et notamment du capital. Ça veut dire que le capital, il va pouvoir circuler où il veut en Europe. Et donc, l'épargne grecque ne va plus financer l'industrie en Grèce. Elle va pouvoir financer l'industrie en Allemagne. Or, l'industrie en Allemagne est beaucoup plus rentable pour les raisons que je vous ai dites. Parce qu'en Allemagne, il y a une véritable histoire industrielle. Parce qu'en Allemagne, il y a des véritables personnes qui sont qualifiées. Parce qu'en Allemagne, on a accès à Rotterdam, à Amsterdam, à Hambourg, à Anvers. Et donc, la logique du marché unique, ça a été de mettre en concurrence les pays. On ne fait pas uniquement un système qui permet la circulation des marchandises, on organise la concurrence des facteurs de production. Et concrètement, ce qui va se passer, c'est des effets de polarisation et d'agglomération. L'agglomération, les effets d'agglomération, c'est vieux comme l'histoire économique, si je puis dire, de Marshall, 1890 en parlait déjà, c'est le fait que quand il commence à avoir une zone industrielle efficace quelque part, eh bien, tous les investissements vont aller dans cette zone industrielle. Et il va y avoir une agglomération d'entreprises industrielles qui, par des effets de synergie, va entraîner un pôle industriel beaucoup plus efficace. En gros, les gros pôles industriels sont plus efficaces que les petits, premièrement. Deuxièmement, avec le marché unique, on dit aux États, maintenant la concurrence libre et non faussée, c'est ça qui doit déterminer le fonctionnement du marché, donc les États n'ont plus le droit d'intervenir pour fausser le marché. Et donc on n'a pas le droit d'aider spécifiquement les territoires les plus désavantagés, notamment les territoires grecs, les territoires périphériques. C'est interdit parce que ce n'est pas juste. Donc il faut laisser le marché s'auto-organiser, il faut laisser le marché s'auto-réguler, et il faut que les investissements industriels soient libres d'aller où ils veulent. Et bien dans ce cas-là, il est clair qu'avec les effets d'agglomération, les industriels, ils vont aller où? Là où il y a le plus d'industrie, là où il y a l'histoire industrielle, là où en Allemagne. Voilà, on va le dire clairement. Et donc on va disparaître progressivement, les capacités industrielles des États du Sud. Et troisièmement, bien sûr, on n'a pas le droit d'intervenir, les États n'ont pas le droit de fausser le marché, donc tout ça doit être organisé. Et donc, eh bien, en fait, j'arrive à la conclusion de ma démonstration, parce qu'en réalité, il n'y a plus grand-chose à dire. Vous comprenez bien que le cœur de la crise de la zone euro est lié à l'euro
mais lié aussi au marché unique. C'est lié à l'euro, parce que c'est l'euro qui permet des déséquilibres extrêmement importants financiers. C'est-à-dire concrètement, c'est l'épargne allemande, elle va financer les besoins de financement grecs. Alors, jusqu'à ce que les Allemands se découvrent que, en fait, les Grecs, ils peuvent être des mauvais payeurs. Donc maintenant, on ne va plus financer, on va les laisser se débrouiller tout seuls. Donc on va couper maintenant. Aujourd'hui, il n'y a plus de financement de l'Europe du Sud par l'Europe du Nord, parce que simplement, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'organisation de ça. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, si les États du Sud ont eu des besoins de financement, c'est parce qu'ils ont perdu leur industrie. Et s'ils ont perdu leur industrie, c'est parce qu'on a entièrement libéralisé la mobilité des facteurs de production. Et que là, il y a des effets qui sont des effets évidents classiques en économie, des effets d'agglomération, qui entraînent le fait que certains pays vont se spécialiser dans l'industrie et dans l'exportation, comme l'Allemagne, et d'autres vont se spécialiser dans le déficit. Et la conséquence de ça, c'est quoi? Eh bien, la conséquence de ça, j'en termine là, c'est une rivalité de plus en plus forte entre les pays européens. Si on n'arrive pas à gérer la crise des migrants aujourd'hui, si on n'arrive pas à gérer la crise de l'euro même, autrement que par des oukases et des pressions extrêmement fortes, et voire des ultimatums qu'on pose à certains pays, et par une supervision et une forme de colonisation via la Troïka et les plans d'ajustement structurel, comme l'Amérique latine, l'Afrique, on a déjà connu. Si on n'arrive pas à s'entendre et à coopérer, c'est parce qu'on a, au sein même de l'Union européenne, aujourd'hui, organisé toute l'économie selon un système qui exacerbe les rivalités et la concurrence. Et donc vous pouvez dire aux gens, soyez égaux, soyez coopérés, etc. Et en même temps, organiser un système où l'essence même de l'économie, c'est que tous les États se battent pour attirer à eux les investissements au détriment des autres. Bien sûr que vous n'allez pas créer une Europe solidaire avec ça. Voilà, j'en ai terminé là.